Bon, je suis de retour. Pour une raison que j'ignore, je pense le UEFI est assez lent, donc je suis parti prendre le Native BIOS. La seule différence, vraiment, ce sera dans les configurations que vous avez à faire, du moins au niveau de Hyper-V, ce sera dans les configurations que vous aurez à faire sur Hyper-V. Donc, quand j'installe Hyper-V, j'aime bien changer les paramètres de base. La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je veux maintenir tout d'une façon ordonnée dans un document, dans un fichier spécifique qui est uniquement référencé pour Hyper-V. La raison pour laquelle vous devez vous occuper de le faire, c'est parce que Hyper-V a tendance à séparer ses fichiers de configuration un peu partout. Et si ce n'est pas organisé, lorsque vous êtes prêt à migrer une machine virtuelle, vous allez vous retrouver dans des pétrins parce que souvent vous avez l'image, le disque qui est à part, mais les configurations sont à part, donc vous ne pouvez pas juste importer les configurations. Hyper-V a une option d'exporter carrément la machine virtuelle qui fera tout pour vous. Elle va exporter les configurations ainsi que les disques. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de transférer sur un nouveau serveur Hyper-V et de faire l'importation. L'import. Une fois que vous l'avez fait, ça marche et c'est bon. C'est tout ce que j'ai à faire à ce niveau. Je change le chemin pour les disques à Hyper-V. Actuellement, laissez-moi faire ceci. Je vais juste créer un dossier que je vais appeler disque. Ça sera nécessaire peut-être dans le futur si je dois faire une sauvegarde de ces dossiers. Donc, maintenant, je vais rapidement aller sur les configurations réseau. Virtual Switch, c'est là où vous faites vos configurations réseau. Il y a une configuration par défaut qui est le default switch. J'aime bien faire mes configurations personnelles. La raison pour laquelle je le fais, c'est que j'ai une façon de voir, d'être sûr que lorsque je joins une machine virtuelle à un certain switch virtuel, il a accès à telle information. Il y a certaines machines virtuelles que je fais transiter lorsque je veux par exemple tester un déploiement d'un routeur qui est installé sur un environnement virtuel. Je vais mettre la machine virtuelle sur un switch qui est interne, qui n'a pas accès à Internet, faire transiter ça par le routeur qui lui a accès à Internet et au réseau interne, juste pour vérifier que mes configurations marchent comme elles le faut, comme elles se doivent. Donc, ici, je vais aller sur New Virtual Switch, je vais voir External là, et je vais faire Create Virtual Switch. Comme c'est un externe, je vais le nommer External SW. Vous pouvez le nommer ce que vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Et soyez sûr de cocher External Network. Et ceci, c'est au fait mes cartes virtuelles. J'ai le wireless et j'ai le Realtek. Je sélectionne le Realtek parce que le Realtek, c'est ma carte, mon port réseau physique. La première option, comme vous avez vu, wireless, c'est une carte réseau Wi-Fi. Donc, j'appuie Apply. Il va me dire que ça peut perturber le réseau. Une option que j'aime sélectionner, vous n'êtes pas obligé. Allow Management Operating System to share this network adapter. La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que il y a certaines machines virtuelles si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas automatiquement communiquer de votre machine réelle à la machine virtuelle. Vous devrez passer par un autre tunnel. Bon, parfois c'est mieux de cette façon, c'est assez sécurisé. Surtout si vous avez l'option d'avoir plusieurs ports sur votre machine. J'ai un autre serveur ici, là où je crois j'ai un total de deux ports. Il y a le port dédié à la machine physique qui ne prend que le trafic de la machine physique et vous avez l'autre port que j'ai carrément dédié aux machines virtuelles. J'ai dû le faire parce que entre-temps j'avais eu un souci avec certains de mes services que j'ai installés qui demandaient beaucoup de trafic réseau, qui perturbaient le truc et j'avais certains glitches au niveau de mes vidéos. Mais bon, après qu'on ait installé cette machine virtuelle, euh, les vidéos qui vont suivre, je vais vous montrer comment déployer Docker, le système de conteneurs Docker, et puis certains conteneurs essentiels que vous pouvez installer chez vous à la maison pour vous permettre de faire des choses, surtout dans votre réseau. Bon, le switch virtuel est créé. Maintenant, je vais aller créer la machine virtuelle.
Pour ce faire, je fais un clic droit et je fais sur New Virtual Machine. Bon, je vais la nommer Died by Test, puisqu'on est en test. Vous pouvez choisir une autre location là où vous pouvez stocker le disque. Euh, et bon, pour la machine virtuelle, au fait, vous pouvez stocker toutes les informations de la machine virtuelle. J'ai déjà choisi un chemin par défaut, donc je vais le laisser. C'est ici que ça devient intéressant. C'est parfois un truc de guess game, mais si vous comprenez, vous comprenez. La première option vous donne accès à une installation régulière, un BIOS régulier, pas de UEFI. La deuxième option vous donne la possibilité d'installer UEFI. Et certaines distributions ne vous autoriseraient qu'à installer UEFI, d'autres, elles sont un peu lenientes. Ça dépend de l'ISO que vous avez téléchargé. Donc, pour la perspective de cette vidéo, on va faire simple, on va choisir la génération 1. Et on va appuyer sur Next. Comme je l'ai dit, ceci est une machine, je crois que j'ai 16 Go. Laissez-moi vérifier. Oui, j'ai 16 Go de mémoire. Donc, comme la machine virtuelle que je vais installer, c'est un Linux Debian, j'ai pas trop besoin de RAM, mais je préfère spec ça en même temps. Comme ça, si dans le futur, j'ai une extension où je veux installer beaucoup de services, je n'ai pas à faire ça. J'aime désélectionner ce bouton. La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que si vous avez ce bouton coché, même si vous avez choisi 4 Go de RAM, ce que le système d'exploitation va faire, c'est que il va allouer moins que ça. Et c'est lorsque la machine virtuelle demande beaucoup plus qu'il va lui allouer beaucoup plus. Non, il y a des systèmes qui supportent une extension de votre machine, de votre mémoire RAM, sans pour autant cracher. Il y a d'autres systèmes qui ne supportent pas. Et juste pour faire simple, je décoche ça pour que le système réserve tous les 4 Go à la machine virtuelle. Bon, pour le networking, je vais choisir mon external switch que j'ai créé, qui va me permettre d'avoir accès au réseau. Maintenant, on va définir le disque. Je laisse les paramètres normaux pour le nom pour que ce soit facile. Je vais lui donner juste, disons, 64 Go. On va faire la suite. Maintenant, c'est la partie où je vais sélectionner le système d'exploitation. Donc ici, je vais sélectionner cette option pour avoir un bootable drive DVD-ROM. Ça va émuler en quelque sorte un autre accessoire qui lui va me servir à monter la machine virtuelle. Donc je vais faire attention ici de sélectionner le BIOS parce que j'ai choisi une génération 1. Maintenant je fais Next, je revérifie mes paramètres pour être sûr que tout est bien, je fais Finish. Bon, ceci va créer la machine virtuelle. Bon, une fois qu'elle est créée, j'ai quelque chose que j'aime faire. Je viens rapidement dans Security et j'aime bien regarder au niveau du disque pour être sûr des options que j'ai choisies. Le processeur a été donné 1. Je veux que ça aille vite, donc je vais juste lui allouer 2 processeurs. Si vous avez vu la configuration de ma machine virtuelle, bon, de ma machine physique, c'est un 6 cœurs avec 6 threads. En réalité, 6 cœurs avec 6 threads, ça veut dire que chaque processeur, il n'y a pas d'hyper, ils appellent ça hyperthreading. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas coché l'option dans le BIOS, mais je vais vérifier ça après. Dans le BIOS, il faut être sûr aussi que vous avez la virtualisation activée. Bon, si ce processeur ne supporte pas, je serais étonné. Laissez-moi faire une recherche rapide. Hyper Intel 8500T. Je veux juste vérifier au niveau du processeur multithreaded.
Ok, j'aime pas vraiment l'information d'ici. Laisse-moi voir le site d'Intel. Ouais, il supporte pas le hyperthread en tant que tel. Um, ouais, c'est ça. Hyperthreading is only available for performance score. Donc, c'est juste 6 cœurs, 6 threads. Il faut beaucoup faire attention quand vous avez des processeurs comme ça parce que très souvent, personnellement, j'aime bien utiliser les hyperthreads. C'est pas que les threads donnent en réalité une performance en tant que telle. Ce qui est réel, ce sont les cœurs. Donc, je vais lui donner deux processeurs. Euh, je suis en sécurité boot from CD. Ok, la sécurité c'est bon. Et puis, c'est bon. Ok. On retourne ici et on va démarrer la machine virtuelle. Vous allez double-cliquer dessus. Ça va ouvrir une fenêtre. Et vous allez appuyer sur Start. Ok. Maintenant, vous cliquez dessus et vous appuyez. Ok. Ça a commencé. L'installation, en fait, n'est pas aussi difficile que ça apparaît. Ça va vous guider. J'aime beaucoup ce système d'exploitation parce que très souvent, les installations Linux, vous devez vraiment comprendre le système, surtout au niveau de la partition, pour être sûr que vous fassiez un boulot correct quand vous faites la partition. Donc ici, très souvent, moi, je vais avec le par défaut. Je ne change presque rien. Je fais OK. Ça va faire l'installation du système. Et ça va utiliser tout le volume. Ça ne va pas, je ne vais pas me trouver dans une situation où j'ai peut-être trop pour le cache et peu pour la mémoire réelle, ce genre de truc. Je laisse souvent les paramètres par défaut et ça gère ça pour moi. Une bonne chose avec ce système d'exploitation aussi, c'est que d'IOS, c'est qu'ils ont beaucoup de scripts personnalisés. Et je vais, soit dans cette vidéo, dans les vidéos à venir, je vais vous montrer certaines des configurations que j'aime beaucoup toucher quand je travaille dessus. Mais j'adore cette distribution. Si c'est pas elle, j'utilise le Barebone Ubuntu Server. Et c'est ce que j'utilise sur presque tout. J'utilise ça sur mes Raspberry Pi, j'utilise ça. J'ai commencé avec des Raspberry Pi, pour être honnête. Et après, la question s'est posée, quelle est la solution que j'ai pour sauvegarder tout? Et c'est là que j'ai essayé de peut-être changer mon approche et de bouger tout sur carrément une machine virtuelle. Et je me suis mis maintenant à apprendre Hyper-V progressivement pour arriver au niveau de connaissances que j'ai, qui est le niveau Home Lab, pour être honnête. Je peux m'en sortir à niveau entreprise, here and there, mais bon, je veux d'abord beaucoup plus me familiariser parce que j'aime pas trop. Quand je prends un nouveau système, je veux beaucoup me concentrer dessus pour comprendre. Ok, une chose aussi avec ce système d'exploitation, il faut être sûr que vous avez configuré la carte réseau parce que lorsqu'il démarre, il a tendance à vraiment rechercher en prime à bord votre carte réseau. Si votre carte réseau n'est pas présente, ça peut vous causer des problèmes. Bon, ce que je vais faire, je vais éjecter l'ISO puisque je n'en ai plus besoin. Et je vais commencer à démarrer la machine virtuelle. Ok. D'abord, je vais faire cancel dessus. Une chose que j'aime faire, je n'aime pas trop activer les checkpoints. Ça dépend de vous. Il y a certains qui aiment maintenir les checkpoints. Moi, personnellement, j'aime pas. J'utilise les checkpoints seulement quand je veux faire des modifications de configuration que je juge peut être vraiment dangereuse pour le système.
La raison pour laquelle je décoche ces checkpoints, c'est parce que ça prend de l'espace. Et c'est en quelque sorte un état de votre machine virtuelle que ça sauvegarde. Et si vous faites une configuration qui est un peu dangereuse, vous pouvez carrément ramener le système à un état primaire avant que vous ne fassiez les changements. C'est pour ça que j'aime les checkpoints. Mais je ne les fais pas automatiquement juste parce que ça prend de l'espace, comme je l'ai dit. Donc, je vais descendre sur checkpoint ici. Vous avez standard qui est normal. Je vais juste en check les use automatic checkpoints. Je vais cliquer sur apply, ok. Et puis, ce que ça va faire, ça va plus les créer de soi-même. Mais ça va plutôt attendre que je lui donne la commande de créer avant que ça ne crée. Ça ne crée. Maintenant, on va démarrer la machine virtuelle. Vous allez voir, ça démarre très vite. C'est pour ça que j'aime ce système d'exploitation. Ok, on a démarré. Au premier abord, utilisez le compte route, comme ça vous dit. Le mot de passe est DietSpy, comme ça vous l'a dit en haut. Ça va aller faire les mises à jour, et petit update, et petit upgrade, comme ça a l'habitude de faire. Et ça fait aussi une mise à jour du système, au fait, pour vérifier s'il y a une nouvelle version de DietPy même qui est sortie. DietPy OS. Donc après que ça a fait tout ça, ça va nous donner l'option de changer le mot de passe pour root, l'utilisateur root et l'utilisateur DietPy. Et après ça, on peut rentrer dans certaines configurations ou bien certains paquets que l'on veut installer au prime abord. Quand je commençais avec cette distribution, au départ, j'installais certains paquets directement de ce qui nous est offert parce que je trouvais ça assez simple. Mais après, j'ai pris le temps de ne pas le faire. J'attends que l'installation soit complète. Et puis moi-même, je vais faire des recherches. Maintenant, si c'est beaucoup plus facile pour moi de faire une sélection de ces paquets, je le fais. Si ce n'est pas facile, je laisse. La plupart de mes services, j'aime les installer en conteneur. Donc, c'est pour ça que je ne fais plus de sélection de paquets en tant que tel. Je vais sélectionner English parce que c'est ce que mon clavier a. Comme mot de passe, je vais taper mon mot de passe sécurisé. Ok. On va nous dire d'entrer. Ça, c'est pour le compte DietSpy. Cette option Serial, d'habitude, je fais No. Je désactive ça ou parfois je fais No. C'est juste un port de série. Je n'ai pas vraiment ça ici. Ce que je fais aussi, je change le SSH serveur. J'aime plutôt utiliser OpenSSH. C'est une préférence. Vous pouvez laisser Dropbear si vous voulez. Dropbear si vous voulez. Ici, c'est là où vous pouvez rechercher les paquets que vous voulez installer. C'est pour ça que je vous dis, j'aime trop la version DietPy parce que ça vous simplifie vraiment la tâche pour utiliser Linux. Vous pouvez voir la liste des paquets que vous voulez installer. Très souvent, c'est des trucs qui ont déjà été curés et il y a une installation à la limite qui est, comment ils appellent ça? Sans vraiment d'attendance de votre part. Ils appellent ça en anglais en attended install. Vous n'avez pas besoin de fournir un clic ici, faire ceci. Tout est déjà programmé pour que ça fasse l'installation par soi-même. Certains services, Nextcloud, SyncThing, tout ça là, on va installer ça sur Docker. Je n'installe plus vraiment les options de Docker et Docker Compose directement de là. Je préfère le faire après quand j'ai fini l'installation du système. Et puis bon, comme c'est la première vidéo, on va faire un peu short. On va juste laisser ça et on va aller sur Install. La raison pour laquelle vous devez cliquer sur Install, c'est parce que vous avez changé de Dropbear à l'autre. Il va vérifier si le paquet est présent. S'il n'est pas OpenSSH install, c'est en train de l'installer. Et ça va arrêter le service Dropbear. Parce que par défaut, ça préfère utiliser Dropbear. Donc,
quand ça aura fini, ça va nous demander, on peut commencer à faire carrément nous amuser avec. Ok, ici je fais opt-out parce que je ne veux pas que mes données soient partagées. Ok, on a accès maintenant aux routes, à l'utilisateur route. Je vais voir ce qu'il en est de ma RAM et de mes processeurs. Vous voyez, comme je vous dis, 0.7 utilisation. C'est pour ça que ce système est vraiment bon. On va juste faire un clear pour que ça nettoie tout. Maintenant, on va... J'étais censé arrêter la vidéo ici, mais bon. Ce qu'on va faire pour nous faciliter la tâche pour la prochaine série, on va installer Docker. Donc, je fais une recherche rapide sur Docker installation. Je l'ai fait assez de fois, mais je ne mémorise jamais les commandes parce que très souvent, il faut juste aller sur le site de Docker et vous avez les commandes là-bas. Donc, rapidement, ce qu'on va faire, premièrement, il nous demande de run cette commande. Cette commande va vérifier que vous n'avez pas déjà des paquets installés qui peuvent rentrer en conflit avec ce que vous avez. Et si ça trouve des paquets qui peuvent rentrer en conflit, ce que ça va faire, ça va les nettoyer. Donc, ok, ce que je vais faire, je vais rapidement, je peux faire ceci, config, et vérifier les paramètres Ethernet. D'abord, je vais changer ceci de DHCP, je vais le changer. Je vais lui donner une adresse IP qui est statique, comme j'en ai parlé depuis le début. Il faut toujours faire l'effort de donner une adresse IP qui est statique pour que vous puissiez retrouver votre serveur facilement. Je vais lui donner 35. Mes paramètres DNS sont normaux. J'ai 3 serveurs DNS sur mon réseau. Donc ça c'est bon. La raison pour laquelle j'en ai 3, c'est parce que vous avez un serveur qui est primaire pour la résolution et j'ai load balance, un autre serveur qui est secondaire. Jusqu'au cas où le primaire tombe, le secondaire peut marcher. Actuellement, j'en ai pas 3, j'en ai 4. Maintenant, vous avez un autre serveur DNS qui, lui, est un serveur que j'ai installé parce que j'ai un domaine, un contrôleur de domaine sur mon réseau. Donc, quand vous avez un contrôleur de domaine sur votre réseau, il doit avoir un DNS qui est installé pour permettre aux ordinateurs de joindre le domaine et tout. Donc, ça aussi, c'est installé. Et le dernier serveur que j'ai, c'est un serveur d'autorité pour les 2 serveurs classiques DNS que j'ai. Lui permet de prendre les requêtes qui ne sont pas cachées au niveau des 2 serveurs que j'ai fonctionnels et il les renvoie vers un serveur d'autorité qui est en dehors du réseau de façon encryptée. Ça permet de cacher les trafics que vous avez, pas les cacher en tant que tel, mais de les encrypter et permet de sécuriser votre navigation sur Internet essentiellement. Donc ce que je vais faire OK. Je n'utilise pas de carte sans fil sur cette machine virtuelle, donc je n'ai pas de souci avec. OK, je suis à 35. Maintenant, je vais faire back, exit. Et je vais faire un clear. Donc, j'aime pas trop cette interface pour surtout faire les commandes. Donc, je vais juste aller ouvrir
puisqu'on a eu une adresse IP, je vais aller ouvrir mon command prompt et je vais SSH sur le serveur. Donc on a dietpy. J'aime plutôt utiliser dietpy parce que je vais juste être sûr de ce que je n'aime pas trop utiliser l'utilisateur root parce que nous tous on sait que l'utilisateur root a les permissions partout. Donc, beaucoup de gens vous diront que par sécurité, il faut souvent utiliser un utilisateur qui n'a pas, qui fait partie du groupe sudo, mais bon, qui peut vous permettre de, si vous voulez juste regarder around, utiliser cet utilisateur. On en est à 35. Ok, je vais vérifier un truc rapide parce que ça devrait être un peu plus rapide que ça. Ok. Mon adresse IP n'a pas changé. Donc, je vais faire ceci. Je vais retourner dans dietpy config. Quand je vais dans dietpy config, je vais aller dans network option. Ok, maintenant j'ai appliqué paramètres statiques. Je veux juste être sûr que je n'ai pas une instance où... ok, l'adresse IP est bonne maintenant. Je n'avais sûrement pas appliqué. Donc je vais faire ça. J'accepte le fingerprint et je tape mon mot de passe. Ok, on est dedans. Maintenant, je vais lancer ma commande pour Docker pour vérifier qu'il n'y a pas des paquets qui sont déjà installés qui peuvent rentrer en conflit. Ok, ça montre que je n'ai pas de paquets qui peuvent rentrer en conflit. Je le savais déjà, mais je voulais juste qu'on le fasse parce qu'il faut être sûr que ce n'est pas le cas. Si vous ne le faites pas et dans votre cas vous avez des paquets qui peuvent rentrer en conflit, ça vous créera des problèmes. Donc, on va commencer avec la mise à jour. Sudo apt update. Il faut connaître votre distribution. Très souvent, vous allez voir, on va vous dire get updates ou bien vous allez essayer, ça ne marche pas. Donc, si vous êtes familier avec votre distribution, vous savez ce qu'il faut faire. Stasi certificate. Ok, c'est déjà installé. Maintenant, je vais aller avec cette commande. CTRL-C, CTRL... Ok. Télécharger différents paquets. Et la dernière commande, c'est celle-ci. Le repository et mettre à jour. Ok. Donc, après avoir fait tout ça, vous avez ajouté le repository sur vos sources apt pour que maintenant, lorsque vous voulez installer un paquet, il puisse vérifier au niveau du repository si le paquet existe et l'installer.
Donc l'installation même se fait avec cette commande. Soyez sûr que vous êtes sur la version open source de Docker, euh, pas l'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise et vous payez pour la licence et autres, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Je vais appuyer Entrée et il va installer Docker. Il y a une autre option pour Docker qu'on appelle Podman. Moi-même, je veux prendre le temps de m'asseoir pour apprendre Podman. C'est pratiquement la même chose que Docker, mais la fois où j'ai voulu implémenter Podman, j'ai eu des soucis avec certaines permissions. C'était comme j'avais vraiment pas le temps de m'asseoir pour vérifier, troubleshoot, tout ça. J'ai juste revert back à Docker parce que Docker marche, quoi. Ça, c'est juste un test. Ça vous permet de savoir si votre installation est bonne. Une chose qui est bonne de faire avec ceci, c'est de continuer de descendre et vous allez voir une configuration après que vous ayez installé Docker. C'est Use Docker as a non-privileged user. Install Docker Engine. Oh, ça c'est le rootless. Ça c'est as a non-privileged. C'est généralement conseillé lorsque vous êtes en position d'entreprise et vous voulez vraiment vérifier, être sûr que le service n'a pas trop de permissions parce que nous tous on sait que les hackers dehors, s'ils ont une possibilité d'exploiter le service Docker, étant donné que ça exécute avec toutes les permissions, la permission root, ça peut faire des dégâts. L'option que je voulais, c'est les post-installation. Manage Docker as a non-root user. Ce que ça permet de faire, c'est que vous avez remarqué que toutes les fois, si je ne suis pas en route, quand je veux exécuter une commande pour Docker, par exemple, Docker PS, puisque je ne suis pas en route, ça me dit permission deny. Je dois faire sudo Docker PS. Mais c'est une commande simple. Donc, si vous voulez le faire sans avoir tout le temps à aller taper sudo ou bien aller en route ou les manager ça, vous allez devoir créer. Le groupe Docker existe déjà une fois que vous avez installé Docker. Donc, c'est la seconde commande que vous allez exécuter qui, elle, ajoute l'utilisateur en variable que vous avez ici au groupe Docker. Add group. Ok, une fois que vous l'avez fait, vous devez sortir et vous reconnecter pour que les paramètres s'appliquent à votre section. Là, maintenant, vous allez voir si je tape Docker PS, je n'ai plus besoin d'être en sudo, ça va exécuter. Docker PS est juste une commande qui vous permet de voir les conteneurs qui sont en train de tourner. Puisqu'on n'a pas encore de conteneurs installés, ça va retourner vide. Ok, donc j'espère juste que vous avez été intéressé par cette vidéo vous a intéressé. C'est juste le début. On a installé la machine virtuelle, on a configuré Docker, installé le service Docker. Donc la prochaine vidéo, on va aller sur un conteneur que j'aime beaucoup, que j'utilise de façon intense parce que je trouve qu'il est bien développé, qui va vous permettre d'administrer votre service Docker en poussant, en installant des conteneurs, supprimer des conteneurs, supprimer les images, configurer les conteneurs pour utiliser certains profils réseau sur vos paramètres Docker et tout. Tout ça, ça sera dans le conteneur en détail de ce que je peux vous dire. Ce sera réservé pour la prochaine vidéo. Donc, d'ici là, vous passez une bonne journée, une bonne soirée, on se dit à la prochaine.